Bonjour, on va poursuivre maintenant le cours sur les diodes en discutant de l'analyse de circuits ou d'un circuit comportant une diode. Bien sûr, on va aller plus loin, on va faire des choses plus complexes plus tard, mais pour le moment, on va se concentrer sur les circuits comportant une seule diode. Donc, ça vient du même bloc de, de visuel de PowerPoint qui est disponible pour vous en format PDF sur le site. Donc, si on révise euh, rapidement ce qui est important, donc on a cette diode où le courant va passer de l'anode vers la cathode quand il y a une polarisation directe sur le composant. Donc, quand on met plus du côté anode, et ça va vers la cathode et on va avoir, donc on va abaisser la barrière de potentiel, le courant va aller dans ce sens en direct. Et en inverse, quand on met plus du côté négatif sur la diode, qu'on tente de faire passer un courant, la barrière de potentiel va s'élever et on va se retrouver avec un très petit courant. En première approximation, on va l'assimiler à un courant égal à 0. C'est ce qu'on capture dans ce modèle où, en polarisation directe, la diode conduit, donc on a un court-circuit. En polarisation inverse, la diode ne conduit pas, ça nous fait un circuit ouvert. Et c'est bon d'avoir des modèles à différents niveaux de complexité, différents niveaux d'abstraction qui nous permettent de l'analyser rapidement et de comprendre les relations entre les différentes parties d'un circuit. Donc, on a vu qu'il y avait cette équation de la diode. Regardons-la avec l'équation complète. Donc, cette équation exponentielle de la diode qu'on va le plus souvent, disons, réduire à IS E exposant V sur état VT. On va laisser tomber le moins 1. Le moins 1 est intéressant pour refléter le fait dans l'équation que quand la tension est négative, ben, I, c'est moins IS. On a discuté le fait que IS, ben, c'est un modèle mathématique. Ça ne reflète pas tout à fait la physique. Mais de toute façon, on a IS fois l'exponentielle. On a ce courant exponentiel. Typiquement, l'entrée en conduction significative de la diode, ça se passe autour de 400-500 millivolts. Puis avec un VT, donc avec un VT ici de 25 millivolts avec un état de 2 fois 25, 50 millivolts. Donc, à chaque fois que V monte de 50 millivolts en polarisation directe, le courant est amplifié par un facteur de E. E au carré est égal à 10. Donc, si j'ai 100 millivolts d'augmentation de V, je m'attends à voir le courant augmenter par un facteur de 10. Puis si je fais x10, 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 ben j'ai fois 1000. Donc, entre VD égale 500 millivolts, puis VD égale 700 millivolts, il y a 2 fois 100 millivolts. Donc, on a une augmentation du courant dans la diode par un facteur de 100. Et puis, on a discuté le fait que, point important, que cette équation mathématique fonctionne avec 10-14, 10-15 pour avoir une caractéristique de diode autour de 400-500, en fait de 5 à 700 millivolts comme au silicium. Mais dans les faits, quand on va au laboratoire et qu'on mesure, on observe plutôt un courant de fuite qui est de l'ordre de 10-9 ampères. Donc, il faut toujours faire attention entre la théorie et la pratique. Ce n'est pas exactement la même chose. Si on va de l'avant, là, on arrive, en fait, c'est là où je m'étais arrêté dans le module précédent. Donc, on veut analyser le comportement de la diode et on peut toujours, sans perte de généralité, retourner à une analyse graphique d'un circuit à diode. Dans cette analyse graphique, donc, on a ce qu'on appelle la droite de charge. Donc, la droite de charge est une représentation graphique de l'équation VDD moins R fois I diode, qui est une courbe de pente moins 1 sur R, qui part de VDD et de VDD ici, et qui s'en va à VDD sur R. Donc, VDD moins R ID, ben, essentiellement, ça vous donne cette courbe-là. Et quand VDD
moins RID est égal à VD, ben, c'est le point d'opération. Donc, quand VDD moins RID est égal à ID, ben, ça vous donne le point d'opération de la diode. Donc, voici une solution graphique à l'équation de la diode. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une solution graphique? Ben, en réalité, parce que avec l'équation exponentielle, ça nous donne le plus souvent des équations qui ne s'inversent pas. Donc, généralement, on n'est pas capable de trouver la relation inverse qui va nous donner la solution analytique qui nous donne le VD. Donc, on peut facilement s'embourber dans une grande complexité. Mais donc, cette relation ou cette représentation graphique nous permet de visualiser où se situe ce qu'on va appeler le point d'opération de la diode. Ce point d'opération, c'est intéressant comme modèle. Donc, cette représentation graphique nous permet d'en faire une analyse itérative. Donc, imaginons un exemple. J'ai 5 volts de VDD, j'ai 1 kilo-ohm de résistance, et donc je veux trouver avec ce circuit que va être précisément la tension sur la diode. Donc, on peut construire la droite de charge. Et remarquez en passant, évidemment, que ici, c'est une construction artistique. La caractéristique de la diode n'est pas comme ça. C'est parce que c'est vraiment très, très plat à zéro. Ça décolle autour de 400 millivolts. Ensuite, c'est une exponentielle. Ce que vous voyez ici, c'est plutôt un quart de cercle. C'est une exponentielle. Donc, cette courbe-là n'est vraiment pas réelle et réaliste. C'est disons, une conception artistique. Mais à partir de ce schéma, on va montrer, on peut illustrer comment fonctionne une méthode itérative de résolution où on va partir, je vais m'enlever un petit peu d'encombrement que j'ai, si j'enlève ça et ça. Donc, pour revenir à l'analyse par la méthode itérative, l'idée va être de partir d'un certain point P1 sur la diode. On va dire, supposons que la chute de tension sur la diode est un certain quelque chose. Ça va nous projeter à un point P2 en lien avec ce qui se passe dans le VDD. On va supposer qu'il y a un certain courant dans la diode. On va regarder le RDID. Ça va nous donner un certain VD. On va dire, oups, on s'est trompé, c'est pas ça. Là, on va prendre ce courant-là et on va se projeter sur la courbe de la diode. Puis par approximation successive, comme on va le voir, c'est pas bien long qu'on peut converger sur une solution assez précise. Si on possède cette courbe de la diode, on peut retourner l'analyser graphiquement, même si on ne possède pas cette équation-là. Regardons un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Imaginons donc qu'on a la caractéristique de la diode. La diode, imaginons, hypothèse que VD a une chute de 700 millivolts quand le courant est de 1 milliampère. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est un point de départ. Donc, imaginons ça comme point de départ. Mettons que la solution à mon problème serait VD 700 millivolts pour un courant de 1 milliampère. C'est un peu le point de départ par défaut qu'on va prendre dans les circuits à peu près pendant tout le trimestre. Là, on vous dit, pour les besoins de la cause, je vous ai dit plus tôt dans le module précédent que état était égal à 2. Pour faire un exemple différent, là, on va prendre état est égal à 1,73. C'est la première et la dernière fois qu'on va s'amuser dans le cours. Peut-être dans un problème d'examen, on va faire des choses comme ça, juste pour voir si vous avez compris, et pour vous forcer à exercer. Mais dans le concret, au laboratoire, dans des circuits concrets, moi, je fais essentiellement jamais ça, sauf pour m'amuser dans un problème d'examen. Donc, imaginons qu'on considère état égal 1,73, une donnée du problème, ce serait quelque chose que j'aurais pu mesurer expérimentalement ou dériver expérimentalement à partir de mesures comme celles que vous allez faire au laboratoire. VT 25 millivolts, une donnée du problème. Donc, la première relation, c'est ID est égal à le courant dans la diode est égal au courant dans la résistance. Bien sûr, c'est Kirchhoff. Donc, et là, j'ai VDD moins VD divisé par R. Ça me donne ID. Si vous avez du mal à le visualiser, bon, on peut retourner en arrière. Puis on dit, ben, j'ai VDD moins VD divisé par R. Ça me donne le ID. En passant, vous allez observer peut-être
que je me sers de vos notions de circuit, notions que vous connaissez, mais pour moi, je jongle facilement, je danse sur la tête avec les notions de circuit d'une manière qui peut peut-être disons, en rebuter ou faire peur à plusieurs d'entre vous. Maintenant, c'est le cas. En cours de route dans le trimestre, il va falloir que vous vous habituiez parce que je vais peser sur l'accélérateur dans ma manière d'utiliser les notions de circuit que vous devriez connaître, pareil comme votre alphabet. Vous n'êtes plus en première année, vous êtes à l'université, l'alphabet, vous le connaissez, le circuit, vous l'avez appris au trimestre passé. Moi, je m'en sers des circuits, c'est des choses que vous avez appris. Donc, VDD moins VD divisé par R, ça me donne le courant dans la diode. Première équation. Deuxième équation, ma relation exponentielle. J'ai donc ma relation exponentielle. Je peux prendre le logarithme de ID qui va me donner le logarithme de IS plus VD sur état VT. Donc, si je prends le log de cette relation, log de VS, log de l'exponentielle, donc ça va me donner cette relation log de IS plus VD sur état VT que je peux, en passant en diagonale dans cet exemple, bien, on développe des relations dont on ne se privera pas de se resservir plus tard. Et c'est une relation intéressante parce qu'on peut la transformer et dire log de ID moins log de IS, bien, ça va être égal à VD sur état VT. On monte notre VT en haut. Et ça, c'est une relation dont on peut se servir. C'est une relation, quand je vous dis, on est capable de trouver c'est quoi la valeur expérimentale de VT, bien, vous pouvez vous servir de cette relation-là avec deux valeurs de courant que vous auriez mesurées au laboratoire et ça va vous permettre d'estimer une valeur expérimentale de état dans une zone d'opération donnée. Mais reprenons cette relation dont on vient de dériver. Donc, on vient de dériver une relation utile. Puis là, on va dire, ben, OK, donc j'ai VD1 qui est égal à état VT fois log de ID1 moins log de IS, VD2 qui est état VT fois log de ID2 moins log de IS, et je peux donc venir faire la différence entre les deux relations, puis en faisant la différence entre les deux relations, tout de suite, il sort que VD2 est égal à VD1 plus état VT log de ID2 sur log de log de ID2 sur I1. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Si vous avez deux tensions de la diode avec deux courants mesurés expérimentalement, bien, vous avez une seule inconnue dans l'équation, c'est état. Voici donc une façon, avec deux points mesurés sur une courbe de diode, de venir estimer c'est quoi la valeur de état qu'il faut pour refléter le comportement de la diode que vous avez entre les mains. Et on va se servir de cette relation dans notre méthode itérative maintenant. On dit, OK, faisons une première itération. On va dire j'ai ID qui est égal à VD moins VD0 sur R. Bon, données de départ, supposons que la chute de tension dans la diode est de 700 millivolts. Donc, j'ai 5 volts sur la source, 700 millivolts sur la diode, 1 kilo-ohm de résistance. J'ai donc 4,3 milliampères. C'est toujours utile, quand vous écoutez ces présentations-là, ça peut être utile d'avoir à côté le schéma. Donc, le schéma, c'est j'ai 5 volts, moins 0,7, divisé par 1 kilo-ohm, 4,3 milliampères. C'est juste ça que je viens de faire analytiquement. Donc, on est rendu ici. On dit, ah tiens, si c'était 0,7, j'aurais 4,3 milliampères. D'accord? Donc, si le courant était de 4,3 milliampères, je reprends la relation qu'on a dérivée à la page précédente. VD1 est égal à VD0 plus état VT fois le log de ID1 sur ID0. J'ai 4 milliampères sur 1 milliampère. Je prends le log du quotient. Je multiplie ça par 1,73, donnée du problème 25 millivolts, qui est une donnée immuable. Et là, ça me permet de calculer que, en exploitant cette relation, que je me suis trompé. Donc, non,
la chute de tension n'était pas 0,7, mais peut-être plus proche de 0,763. Ah, OK. Donc, je peux maintenant venir corriger mon estimé en disant, ben, 0,763, je tourne la manivelle, VDD moins 0,763 sur 1 kilo. Ah, tiens, regardons, ça ne donne pas 4,3 mA, mais 4,237 mA. Donc, avec 4,237 mA, là, maintenant, je peux venir faire une autre itération dans la relation. Donc, avec mon... j'ai perdu mon pointeur, ici. Donc, VD2 à la deuxième itération, deuxième tour de manivelle, avec mon VD1 plus eta VT log de ID2 sur ID1, 4.237 sur 4.3, je prends le log, je multiplie, je remplace ça avec ma calculatrice et dit, là j'obtiens une grandeur comme 4.237 est inférieure à 4-1, cette grandeur va être négative, c'est une petite correction négative, et là ça m'amène à 0,762 volts. Donc, au tour précédent, j'avais un estimé de 0,763. Au tour suivant, j'ai 0,762. Puis pour un électrolycien, ben 1 millivolt, c'est assez bon. On s'arrête là. Ça peut correspondre à la précision d'un multimètre que vous avez au laboratoire et ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin pour commencer à calculer des nanovolts que je ne serais pas capable de mesurer de toute façon. Donc, méthode itérative, mais la méthode itérative, sincèrement, on ne va pas s'en servir souvent, mais elle est exploitable et même si vous n'aviez pas d'équation, vous pourriez résoudre avec ça. Et puis, en passant, ça m'a permis, comme vous avez vu, d'obtenir cette relation VD est égal à eta VT, donc VD2, pardon, est égal à VT1 plus eta VT sur log de ID2 sur ID1, qui est vraiment une relation utile parce que si vous possédez 2 points mesurés sur une vraie courbe de diode au laboratoire, ça vous donne immédiatement une manière d'estimer le état avec cette relation-là. Donc, relation à conserver dans votre arrière-boutique parce qu'au laboratoire, éventuellement, on va vous demander de trouver, mesurer et estimer la valeur de état pour la diode que vous avez exploitée au laboratoire. Donc, si on progresse, donc, on revient sur nos modèles de diodes. On va avoir plusieurs modèles de diodes. Le premier modèle, c'est un modèle idéal. Direct, inverse. Direct, ça passe, c'est un court-circuit. Inverse, c'est un circuit ouvert. On va aussi avoir un deuxième modèle, qui est un peu une variante de ce qu'on vient tout juste de faire, qui est de dire, ben, a priori, je ne le sais pas, je n'ai pas envie de résoudre cette méthode itérative, je n'ai pas envie de sortir ma calculatrice, je vais faire comme si la tension directe dans la diode était 0,7 volts et je vais mettre une source de 0,7 volts dans mon circuit. Bien sûr, ce n'est pas une source. Bien sûr, elle ne peut pas me fournir d'énergie, mais quand je la polarise en direct, elle va me donner une chute en direct de 700 millivolts. Donc, c'est un modèle dit à chute de tension constante. Quand c'est en l'inverse, la tension, c'est ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de courant qui passe et le courant est zéro. Quand c'est en direct, ben, la diode va avoir une chute de VD, puis on va pouvoir se servir de ce qu'il y a autour dans le montage pour estimer la valeur du courant. Si vous regardez dans le cas précédent, en fait, dans l'analyse précédente, quand on a fait ça, quand on a supposé que la chute était de 700 millivolts, ben ça nous a permis de calculer une tension dans la diode qui était de 0,763. Ça nous a permis en un tour de boucle de nous approcher en dedans d'une partie dans 1000 sur la vraie tension. Donc, dans le fond, là, ce qu'on vient de faire comme point de départ pour amorcer notre méthode itérative, c'est qu'on vient de se servir du modèle à chute constante de la diode en polarisation directe. Donc, on poursuit et donc, en simplifié, on va avoir, pour une analyse rapide, quand on a un circuit complexe et qu'on veut faire une analyse rapide, ben on va dire, cette équation exponentielle de la diode, je vais l'approximer
en direct par une chute de 700 millivolts. Donc, mon modèle approximatif, il est là. Bien sûr, c'est une approximation, mais ça nous permet rapidement, de façon simple, dans une approximation linéaire de notre circuit, de trouver le point d'opération de notre circuit. Donc, petit rappel, on a vu, c'était peut-être un petit peu raseur dans le premier module sur les conventions, mais et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'on va systématiquement distinguer le point d'opération de la valeur instantanée du courant de la valeur totale. Donc, vous voyez très bien la différence sur cette page entre la valeur totale d'une grandeur, donc le courant, la valeur moyenne du courant et la valeur signal du courant. Donc, le grand I grand C, c'est la valeur moyenne du courant. C'est ce qu'on va appeler le point d'opération. La valeur petit i petit c, ça va être la grandeur en signal. Et la grandeur en signal va se superposer à la valeur moyenne, la valeur en DC, le point d'opération, pour donner la valeur totale. Donc, la même grandeur tension-courant, on va toujours en avoir trois versions. Le total, la moyenne et le signal. Donc, avec ce modèle petit signal, en utilisant les conventions qu'on a définies, on peut maintenant retourner à notre relation exponentielle et dire, OK, donc mon modèle à chute constante, ben, il est un peu rude et j'aimerais me doter d'un niveau de modèle qui est un peu plus fin parce que le modèle à tension constante, il y a des subtilités importantes qui échappent avec ce modèle-là. Donc, je voudrais avoir une approximation linéaire un peu meilleure. Donc, imaginons que j'ai ce point d'opération à 0,7 volts et qu'autour du point, je veuille le linéariser. Donc, je veux trouver la pente de cette courbe et je voudrais remplacer donc la diode par cette chute de 700 millivolts plus une résistance dynamique de la diode. Et ça va nous être nécessaire, dès qu'on va vouloir parler de gain, mesurer le gain d'un amplificateur, calculer le gain d'un amplificateur, on va systématiquement avoir besoin de cette résistance dynamique. Donc, pour obtenir cette résistance dynamique, on part de la relation exponentielle. ID est égal à IS fois E exposant VD sur état VT. Donc, on suppose, donc, on a notre tension totale, qui est notre point d'opération plus notre signal, et ça va nous permettre donc de remplacer, quand on a l'équation de la diode, ben le ID est égal à IS fois E exposant la tension totale divisé par état VT. Puis l'exponentielle a bien sûr une propriété extrêmement intéressante, cette propriété de séparabilité, d'avoir E exposant grand VD sur état VT que va multiplier E exposant petit VD sur état VT, puis en sortant E exposant grand VD sur état VT fois IS, ben ça nous donne quoi? Ça nous donne grand I grand D, qui est la valeur moyenne du courant dans la diode. Donc, vous voyez maintenant que le courant total dans la diode va être égal au courant de repos sur la diode multiplié par E exposant VD sur état VT, qui est le signal que j'applique sur la diode. Donc, tout est lié. Et bien sûr, il ne faut pas emmêler nos pinceaux. Il faut se rappeler qu'est-ce qui est quoi. Mais on va avoir en même temps le courant total et le courant de repos, le point de repos. Et c'est donc ce facteur qui va nous permettre d'estimer le courant total dans la diode à partir du signal qu'on applique sur la diode. Si on avance un peu avec cette relation-là, on peut faire quelque chose d'extrêmement intéressant. On peut en faire un développement en série de Taylor, qui est la méthode standard obtenue ou exploitée dans Sidra et Smith. On pourrait faire exactement la même chose avec une dérivée. Donc, si on fait l'expansion en série de Taylor de E exposant VD sur état VT, c'est ce que ça vous donne. Donc, c'est l'approche adoptée dans Sidra et Smith. On arriverait exactement au même résultat
si on faisait la dérivée de la relation. Donc, ID est égal à ID fois ça. Et avec la série de Taylor, on peut arriver, puis on va dire, ah, tiens, il y a un terme d'ordre 1, il y a un terme d'ordre 2, il y a un terme d'ordre 3. Et si je disais, OK, VD, mon signal est un petit signal. Ça veut dire quoi un petit signal? Bien, ça veut dire que quand je l'élève au carré, le résultat va être petit devant ce terme d'ordre 1. Donc, si ça, c'est 0.1, ben ça va être 0.01. Donc, peut-être que c'est un peu rude encore comme approximation, mais si VD sur état VT était égal, par exemple, à 5%, 1 sur 20, ça, ce serait égal à 1 sur 400, et ce serait donc assez, pas mal, beaucoup linéaire. Donc, dans un cas de figure, on vous dit, si le signal est égal à 10 millivolts, et rappelez-vous que état VT, c'est égal à 50 millivolts pour une diode, avec un signal de 10 millivolts, qui est 1/5 de état VT, vous allez avoir un terme ici qui est quand même assez petit. Donc, VD sur état VT, qui est égal à donc 1/5. Ça va vous donner un terme qui est 1 sur 25 qui pourrait être négligé. Pourrait. Comprenez bien qu'il y a une distorsion non linéaire. Donc, quand on dit une résistance dynamique, qu'on met une résistance, c'est qu'on fait comme si cette exponentielle était devenue une droite, qui est bien sûr une simplification de la réalité. La réalité, c'est que c'est une exponentielle. Pour réussir à développer des relations analytiques, ce qu'on va faire tout le temps dans le trimestre, on va se débarrasser rapidement de l'exponentielle dans les calculs parce qu'on ne sait pas résoudre analytiquement avec cette exponentielle. On va retourner avec notre approximation linéaire et c'est comme ça qu'on va résoudre. Et en passant, les simulateurs de circuits que vous utilisez comme LT-Spice, c'est ce qu'ils font systématiquement. Ils déterminent un point d'opération et autour de ce point d'opération, ils font une approximation linéaire du modèle et ils vont faire la résolution des équations non linéaires avec les méthodes des nœuds et des mailles, comme vous avez vu dans le cours de circuit. On ne fera pas des nœuds et des mailles dans ce cours, on laisse le simulateur de circuit faire ça pour nous. On s'en sert systématiquement, mais on ne le fait jamais à la mitaine. C'est quand la dernière fois que vous avez calculé un logarithme à la main ou une tangente ou un sinus à la main. Vous sortez votre calculatrice et vous calculez avec. C'est la même chose ici. On linéarise le modèle et on laisse un simulateur résoudre pour nous. Ce que vous faites avec LT-Spice. Dans le cours théorique, on va cependant vouloir utiliser cette linéarisation et cette approximation linéaire pour se dériver, pour obtenir des équations de design. Donc, on poursuit. Puis avec cette relation petit id est égal à grand id fois VD sur état VT, donc en fait, si je recule, peut-être juste un petit peu trop vite, donc j'ai cette relation id est petit i grand d, faites attention, c'est toujours délicat, on peut s'en mêler les pinceaux, petit i grand d est égal à grand I grand D fois 1 plus état VT. On a laissé tomber tous les termes d'ordre supérieur. Donc ça, c'est mon point de repos. Et ça, c'est le signal associé à la pente. Donc là, maintenant, je peux retourner. Et puis la composante signal, petit i, petit d, ben, petit i, petit d, c'est grand I, grand D fois VD sur état VT. Donc, petit i, petit d, c'est grand ID fois VD sur état VT. Et là, bien sûr, ça devient le petit VD sur petit ID. Donc, petit VD sur petit ID, manipulation algébrique élémentaire. C'est votre état VT sur grand ID, état VT sur grand ID. Et là, on vient d'obtenir une relation classique qui vous donne la résistance dynamique état VT sur grand ID. Et là, vous voyez que la pente est une fonction directe du point d'opération. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi on va systématiquement chercher c'est quoi le point d'opération. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le point d'opération,
qu'on va avoir la résistance dynamique et c'est une des étapes essentielles, souvent implicites dans les formules, qui nous permet d'aller calculer le gain d'un montage, le gain d'un amplificateur. Donc, un exercice qu'on peut faire avec ça, quelque chose qui est un circuit classique commun. Mettons que vous voulez vous êtes perdu sur une île déserte, vous voulez vous construire un bloc d'alimentation et vous avez une source qui fluctue, 10 volts plus ou moins 1 volt. Donc, une première application concrète de ce modèle, c'est de dire, ben, imaginons qu'on met 3 diodes en série et qu'on veut se fabriquer un bloc d'alimentation grossièrement régulé d'environ 2,1 volts, puis on veut voir quelle est l'atténuation qu'on va voir des fluctuations que l'on a sur la tension d'alimentation. C'est donc ce que cet exercice représente. 3 diodes au silicium identiques, ayant chacune une chute de 700 millivolts. Donc, avec ce modèle, donc l'exemple, c'est de trouver finalement, quelle est la fluctuation? On vous pose la question ici. Avec la résistance de charge déconnectée, calculer la variation de tension produite par la variation de 1 volt et ensuite calculer la variation de tension delta V0 produite par la connexion de la résistance de charge à la sortie du circuit. Donc, le premier problème, la première question, qui est donc un premier exemple. Donc, OK, la réponse à la question, c'est 3 VD, ça donne 2,1 volts. J'ai une tension nominale de 10 volts, donc V+. J'ai 10 volts, moins 2,1 divisé par 1 kΩ. J'ai OK, mon courant de repos est d'environ 7,9 mA là-dedans. Et si j'ai un courant de repos d'environ 7,9 mA, ben, ma résistance dynamique pour une diode serait eta VT sur ID, donc de 50 millivolts sur 9 mA, qui me donne une résistance dynamique de 6,3 ohms par diode. Chose intéressante à se rappeler. Donc, l'ordre de grandeur de la résistance dynamique d'une diode, c'est quelque chose comme entre 5 et 25 ohms. Mais milliampères de courant, j'ai 6,3 ohms, mais là, j'en ai 3 en série. Donc, comme j'en ai 3 en série, ben, je vais avoir une résistance dynamique d'environ 19 ohms. Puis si j'ai 1 kΩ, si mon bloc d'alimentation a 1 kΩ, que va être ma fluctuation à ce point? Ben, ça va être comme un diviseur résistif. Donc, je vais avoir comme une tension constante en première approximation de 2,1 volts. Et ensuite, ma fluctuation de 1 volt va s'en trouver atténuée comme 3RD sur 3RD plus R, donc de 18,6 ohms sur 18,6 ohms plus 1 kΩ fois mon delta V de plus ou moins 1 volt qui est la donnée du problème. Ça vous donne plus ou moins 18 millivolts et ça vous donne maintenant la régulation que vous avez obtenue. Donc, vous voyez que chemin faisant, vous avez atténué la fluctuation qu'on retrouve sur notre tension de sortie dans notre bloc d'alimentation de Robinson-Crusoe. Ben, on a atténué notre fluctuation par un facteur d'environ 50. Et là, maintenant, on va dire, OK, mettons que c'est un bloc d'alimentation, mettons que je mets une charge dessus, qu'est-ce qui va se passer et de combien ma tension va changer si je mets cette résistance de 5000 kΩ. Donc, on peut retourner avec notre modèle à tension constante. On dit, OK, imaginons que j'ai 2,1 volts à ce point. Si j'ai 2,1 volts à ce point, dans une résistance de 5 kΩ, il y a environ 0,4 milliampères de courant qui va être drainé dans la charge. Et si je donne 0,4 milliampères à la charge, ben je suis en train de l'enlever à la diode. Mais un premier tour, une première approximation, c'est une première approximation simplifiée,
Il y a une autre manière plus précise de faire l'analyse. On n'ira pas là tout de suite, mais mettons que je tire 0,4 milliampères de 3RD, qui est la résistance dynamique de mon bloc. Bien, j'ai mon 18 ohms fois 0,4 milliampères, ça donne 7,98 millivolts de chute. Donc, si je mets une charge de 5 kOhms sur ce bloc d'alimentation, la chute de tension observée va être d'environ 8 millivolts parce que ce bloc d'alimentation du Robinson Crusoe a une impédance de sortie d'environ 18-19 ohms. Donc, je crois que ceci termine ce module. Donc, merci de votre attention. Donc, on va revenir avec un module suivant avec des choses plus évoluées, plus complexes sur la diode. Donc, merci donc de votre attention.